Bonjour à tous, c'est le petit Ourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture où je vais vous présenter les derniers livres que j'ai lus. Et on commence tout de suite par la belle nouveauté du mois de mars, c'est Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu de Karim Berouka. Alors Karim Berouka, je fais un peu une fixation dessus en ce moment, hein. Vous savez que j'avais lu et adoré Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Et du coup ça c'est son nouveau roman et ici il propose une revisite du célèbre monstre de Lovecraft qui est Cthulhu. Et donc là c'est un joli hommage qui est très bien fait, que j'ai beaucoup aimé. Donc nous on va suivre Ingrid qui est une jeune femme un peu blasée qui vit à Paris, de petits boulots, voilà, elle fait sa vie. Et elle va se retrouver embarquée dans une histoire complètement dingue. Puisqu'un jour dans le métro, un mec un peu chelou va l'aborder et lui dire qu'elle est le centre du pentacle et qu'elle a le pouvoir de sauver l'humanité. Évidemment, Ingrid, elle va juste penser que c'est un cinglé de plus dans le métro, jusqu'à ce qu'elle se fasse embarquer chez elle par la DGSE et qui va l'interroger à propos d'un sous-marin qui aurait été volé par un de ses ex. Ensuite, tout va s'enchaîner, hein. Ingrid est bel et bien le centre du pentacle, et elle va se retrouver à voyager à travers l'Europe pour rencontrer les 5 factions qui vénèrent toutes chacune une sorte d'entité cosmique, hein, qu'on retrouve dans les bouquins de Lovecraft, toutes des divinités que je ne connaissais pas du tout, avec des noms absolument imprononçables que je ne dirai pas ici. Et elle doit rencontrer ces 5 factions puisqu'elles doivent toutes voter pour la résurgence ou l'annihilation de Cthulhu. Cthulhu qui est donc la bestiole suprême, un peu poulpesque, qui est enfermée dans sa prison, qui a là aussi un nom imprononçable, sous l'océan. Encore une fois, c'était un récit hyper savoureux, bourré d'humour, toujours très bien dosé, hein, c'est jamais lourd, c'est hyper fin. Comme dans le Club des Punks, on va retrouver une bonne part d'ésotérisme, hein, et puis tout le côté cosmique évidemment avec ces créatures. Et tout de suite, on va très vite se prendre d'affection pour Ingrid, hein, dès les premières pages, parce que on s'identifie très vite à elle, hein, parce que si une histoire pareille nous arrivait à nous, on aurait les mêmes réactions, hein. Si quelqu'un nous aborde dans le métro en nous disant qu'on est le centre du pentacle, on va surtout l'ignorer quoi, et changer de wagon, hein. Et puis elle a un côté un peu bourru, un peu foutez-moi la paix, vraiment typiquement français aussi, qui est du coup très très drôle à lire, puisque je pense qu'on pourra tous s'y reconnaître là-dedans. Et pour autant, ce qui est super aussi, c'est que c'est un personnage qui évolue, et qui ensuite est hyper impressionnant par le calme qu'elle a face à toutes ces situations complètement dingues. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, le seul petit bémol qui dérangera peut-être des gens, c'est le côté un peu répétitif du schéma, là, puisque je vous l'ai dit, Ingrid doit rencontrer à chaque fois les 5 factions, donc elle rencontre une faction, ensuite elle revient, elle en parle à machin et bidule. Voilà, il y a un côté un peu répétitif dans ce schéma, qui du coup prend les 80% du roman. C'est assez étonnant, mais en même temps ça marche bien avec l'histoire, c'est un peu le but, donc c'est un point négatif sans en être un. Et puis du coup, chaque faction est tellement originale, il y a toujours un côté tellement what the fuck que on oublie très vite ce côté répétitif et on a juste envie de découvrir ces factions. Alors j'ai trouvé que c'était un bel hommage à Lovecraft, pas du tout pompeux ou pas du tout inutile, hein. Je trouvais qu'il apportait vraiment quelque chose de plus aux écrits de Lovecraft. Après je suis pas du tout une spécialiste de Lovecraft. Pour le coup, donc c'est quand même bourré de références à Lovecraft et à son univers, hein. Moi je connaissais pas toutes les bestioles qu'il cite. Donc je pense que c'est quand même bien de connaître un minimum les livres de Lovecraft pour apprécier pleinement ce livre. Après on arrive quand même à comprendre toute l'histoire et pas de problème. Mais pour le coup c'est peut-être un livre qui est beaucoup moins accessible que le Club des Punks par exemple. En tout cas j'ai adoré justement découvrir toutes ces autres créatures, hein, et puis aller faire mes petites recherches après. Et ça m'a hyper donné envie de lire du Lovecraft. Donc ça c'est tout bon. Donc évidemment je recommande très fortement, et puis dans tous les cas Karim Berouka est aux Imaginales cette année, donc si vous allez y faire un tour, ça peut être le moment pour lui acheter un livre. Ensuite j'ai lu le tome 6 de l'Épouvanteur qui s'appelle Le Sacrifice de l'Épouvanteur par Joseph Delaney. L'Épouvanteur, c'est une saga que j'ai découvert très tardivement et qui est trop bien, c'est ma saga doudou. Quand je sais pas quoi lire ou quand j'ai lu un truc qui était pas terrible, qu'est-ce que je lis ensuite? C'est l'Épouvanteur. Voilà. Alors j'essaye de les déguster, de pas les lire trop vite. Bon, il y en a quoi, une quinzaine, donc ça va, j'ai de la marge. C'est une série jeunesse, hein, qui a commencé en 2005 et qui est toujours plus ou moins en cours, je crois.
et donc par un auteur anglais. Du coup là c'est le 6e tome, donc je vais peut-être pas vous parler du 6e tome, hein, je vais peut-être, pour ceux qui connaissent pas, vous reparler du premier tome. Alors l'épouvanteur, c'est l'histoire de Tom, un petit garçon, qui est le 7e fils d'un 7e fils, ce qui fait qu'il a un peu un don pour voir l'obscur, pour voir toutes les créatures du mal, les sorcières, les fantômes, etc. Et du coup, comme le veut la tradition, il va devenir l'apprenti de l'épouvanteur qui est un vieux monsieur très bourru, très pas super sympa à la base, qui chasse les sorcières, qui chasse les créatures de l'obscur. Et c'est génial. Alors déjà, l'écriture est très belle, ça a beau être du jeunesse, l'écriture est super chouette. On s'attache immédiatement à Tom, qui est un petit garçon qui est intelligent mais qui va aussi faire des conneries, enfin voilà, il est très humain. L'épouvanteur, on s'y attache beaucoup, s'il est très bourru et qu'il en fait voir de toutes les couleurs à Tom. On a le personnage d'Alice qui est une jeune sorcière qui va se lier d'amitié avec Tom, aux grandes dames de l'épouvanteur, parce qu'il est vraiment anti-sorcière, hein. On va découvrir plein de créatures, moi j'adore les sorcières de l'épouvanteur, elles sont géniales. Il y a plein d'actions, à chaque tome on a un peu un nouveau monstre ou une nouvelle créature à combattre, et en même temps on a toujours un fil rouge vraiment avec l'évolution de Tom, et puis on va en découvrir toujours plus sur l'obscur, et puis l'obscur va grandir au fil des tomes, et les tomes deviennent de plus en plus sombres quand même. Là, je suis qu'au tome 6, et c'est en train de devenir assez dramatique, hein. Et les personnages sont dans la merde, franchement. C'est plein de mystères, l'univers est super riche et inventif, et notamment cette façon de combattre l'obscur qui est très pratique, qui a un côté très terre à terre dans la façon de combattre l'obscur. C'est difficile à expliquer, mais il va pas être question de magie, de pouvoir magique, pas du tout, ni de combat compliqué, mais vraiment de dextérité, d'utiliser les bons outils, hein, notamment par exemple du sel. Voilà, le sel a une immense importance dans le bouquin, et j'ai trouvé ça super cool. À chaque fois je trouve ça génial. Et donc voilà, là j'en suis au tome 6, et c'était toujours aussi bon, et je vais bientôt lire le tome 7 parce que voilà, je veux savoir la suite. On continue avec une autre saga qui est Le Pays des Contes, le tome 3, qui s'appelle L'éveil du dragon, et c'est toujours par Chris Colfer. Voilà, vous commencez un peu à connaître cette saga normalement, déjà parce qu'on en a beaucoup parlé sur internet, et que moi j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, et puis encore le tome 3. Il est question de réécriture de contes, puisqu'on va suivre les personnages d'Alex et Connor, qui sont deux jumeaux, qui vont un jour se retrouver propulsés dans le fameux Pays des Contes, qui est un endroit où tous les contes qu'on a connus ont pris vie. Après moult péripéties, ils avaient réussi à rentrer chez eux, jusqu'à ce que d'autres aventures évidemment leur tombent sur le coin de la tronche dans le tome 2, avec son lot d'actions, d'aventures, de révélations, de nouveaux personnages, etc. C'est hyper savoureux, c'est hyper frais, et ça a de l'humour très chouette. Et donc dans ce tome 3, on a Connor, je vais essayer de pas trop spoiler, mais on a Connor qui part en voyage scolaire en Allemagne, où il va apprendre qu'un terrible danger encore court sur le Pays des Contes. Du coup il va se lancer dans une quête à travers l'Europe avec sa camarade de classe Brie, pour trouver un portail qui lui permettra d'aller dans le Pays des Contes pour prévenir tout le monde, hein, notamment les fées. Au programme, on aura un mystérieux homme masqué, un œuf de dragon et une armée cachée ou emprisonnée depuis plus de 200 ans. J'ai évidemment adoré, hein, comme je l'ai dit, l'humour est toujours présent, et de plus en plus subtilement ou finement. La plume est toujours très simple mais très fluide, ça marche très très bien. Les péripéties sont toujours au rendez-vous, j'ai beaucoup aimé cette partie périple à travers l'Europe, où on va découvrir l'Allemagne, la France, Monaco. Ensuite, côté Pays des Contes, pareil, c'est très cool, puisqu'on a aussi des problèmes politiques qui viennent commencer à apparaître, notamment au pays du Petit Chaperon Rouge, entre le Petit Chaperon Rouge et la mère Michel. Et pareil, là ça donne encore lieu à des scènes assez savoureuses, puisque le Petit Chaperon Rouge, moi, est clairement mon personnage préféré. Du coup, c'est une nouvelle facette intéressante du Pays des Contes, hein, avec une élection, une organisation de débat, avec tout ce truc politique là, c'est une assemblée, c'est très bien fait encore une fois. On va découvrir de nouveaux personnages avec Elvina, l'impératrice elfe, ou encore Gretel. Quant à nos deux personnages, Alex et Connor, ils continuent d'évoluer, ils continuent de grandir, et là ça va être l'occasion pour eux d'avoir leurs premiers émois amoureux, sans que ce soit lourd, hein, c'est pareil, ça reste toujours, c'est très jeunesse, hein, donc ça passe très bien. Et puis on retrouve toujours les jolies valeurs et les jolis messages, comme l'importance de croire en ses rêves et ce genre de choses,
qui là encore, même si ça peut paraître un peu niais et un peu concon, bah ça reste quand même très sympa et très chouette à lire. Et surtout, on a un immense cliffhanger de fin, mais cliffhanger de fou à la fin du tome 3 et j'ai trop envie de lire le tome 4. On continue avec le magasin des suicides de Jean Telet, avec la couverture la plus moche de l'histoire des couvertures. Voilà. Celui-là, je l'ai commandé d'occasion il y a pas longtemps, parce que j'avais très envie de le lire, j'avais jamais lu de Jean Telet, et j'avais adoré le film Le magasin des suicides, le film d'animation. Donc dans ce très court roman, on va suivre la famille Tuvache, qui a un magasin un peu spécial puisqu'ils ne vendent que des objets pour se suicider. On est dans un monde un peu presque post-apocalyptique, presque un peu futuriste, voilà, où il se passe tous les jours plein de catastrophes vraiment épouvantables dans le monde, ce qui fait que tous les gens, ils en ont ras-le-bol et en fait ils cherchent plus ou moins tous à se suicider. Et donc on a monsieur et madame Tuvache qui font tout leur possible pour rester le plus déprimés possible avec leurs 2 enfants, jusqu'à ce qu'ils aient un 3e enfant qui naisse, qui s'appelle Alan, et qui va leur apporter la pire chose qui puisse leur arriver, c'est la joie de vivre. Parce que le petit Alan, pour eux, il est vraiment épouvantable, parce qu'il a tout le temps le sourire, il voit tout le temps le côté positif des choses, il a vraiment une joie de vivre communicative, qui désespère tout le monde dans ce magasin, évidemment, et puis il va pas arrêter de foutre le bordel dans le magasin. Voilà, ce petit livre, c'est juste une merveille, j'ai trop adoré. Bon déjà, voilà, il regorge d'humour noir, c'est hyper original, c'est hyper prenant. Bon, il est tellement petit que ça se lit super vite. J'ai vraiment adoré suivre la vie du magasin en fait. Toutes les situations rocambolesques qu'il y a chaque jour, les nouveaux clients qui cherchent des choses très spécifiques, c'est hyper drôle, c'est plein d'ironie évidemment, c'est plein d'humour noir, donc faut aimer aussi. Et donc ce petit Alan qui, malgré l'exaspération de la famille, continue à faire de plus en plus de bordel dans le magasin, jusqu'à cette fin qui est très surprenante et qui, évidemment, plaira pas à tout le monde, et il n'a pas plu à tout le monde. Moi, elle m'a pas dérangée du tout, je la trouve plutôt... elle est logique avec le ton du bouquin, quoi. Évidemment, c'est très différent du film d'animation, enfin, le film d'animation est très différent du bouquin, au sens où, c'est un film d'animation, ça a un ton beaucoup plus jeunesse, c'est peut-être un peu plus moralisateur, hein, ça offre une vision différente, et puis ça a une fin aussi complètement différente pour le coup. Moi, les 2 fins me conviennent, voilà. Et sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait une BD, Le magasin des suicides, qui était sortie, donc voilà, ça peut encore être un autre moyen de regarder ou de lire cette histoire. Je sais pas ce que ça donne, voilà, peut-être j'essaierai de l'emprunter quelque part. Voilà. Donc en tout cas, j'ai adoré ce livre qui m'a du coup donné envie de lire d'autres livres de l'auteur, mais j'avoue que je sais pas trop vers quoi me tourner, puisque les autres livres pour l'instant, leur résumé me fait pas hyper envie, parce que ça a l'air très très différent de celui-là. Donc on verra, peut-être que j'essaierai son dernier roman, qui est sorti il y a pas longtemps. Et du coup on termine avec ma dernière lecture qui est le livre des choses perdues de John Connolly. John Connolly à la base c'est un auteur de thriller qui du coup là s'est orienté pour ce roman-là vers quelque chose de plutôt jeunesse et fantastique. Mais on sent que c'est un auteur de thriller, parce que le côté sombre il est quand même bien là, et du coup je suis même pas sûre vraiment que ce soit un livre jeunesse. On va suivre David, un petit garçon de 12 ans qui va perdre sa maman. Il se retrouve donc seul avec son père à Londres où la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'arriver, elle est juste là. Son père va se remarier, un nouveau bébé va arriver, donc un demi-frère. Ça va beaucoup perturber David, qui va pas du tout aimer cette nouvelle maman, ce nouveau petit frère. Il va se sentir très seul et va se réfugier dans la lecture et dans les livres. Et puis des événements étranges vont commencer à apparaître et il va se retrouver propulsé lui aussi dans un autre monde. C'est pas le pays des contes, c'est pas le pays des bisounours, c'est un monde assez sombre et effrayant, et du coup David va tout de suite essayer de retourner chez lui, même si chez lui ça lui plaisait pas trop, là c'est pire, mais le portail par lequel il est arrivé est fermé. Mais il va tomber sur le garde forestier et puis sur un chevalier qui vont l'aider à aller vers le roi qui aurait un bouquin qui s'appelle donc le livre des choses perdues qui lui permettrait éventuellement de rentrer chez lui. Sauf que, évidemment, on a une bestiole qui s'appelle l'homme biscornu qui est donc un homme un peu bizarre qui fait super peur et qui est un être maléfique qui va tout faire pour empêcher David de rentrer chez lui.
Ça semble assez classique et assez proche finalement de l'histoire du Pays des Contes, d'autant plus que dans ce fameux nouveau monde là dans lequel David est arrivé, eh bien on va retrouver des personnages de contes justement. Mais alors par contre au niveau du ton, c'est à des kilomètres du Pays des Contes, puisque là on est vraiment dans quelque chose de très sombre, d'assez flippant, de carrément violent et d'assez malsain par moments. En tout cas moi je m'attendais pas du tout à ça en lisant ce livre, j'étais très étonnée, je pensais pas que c'était de la réécriture de contes. Mais en même temps c'est pas vraiment de la réécriture de contes non plus. On va retrouver des personnages de contes mais ça prend pas tout le bouquin non plus. Par exemple, David va faire la connaissance des sire-loups. Ce sont des loups qui sont très humanisés, qui sont très proches des hommes, parce qu'ils sont les enfants qu'a eu le petit chaperon rouge en séduisant le loup. Voilà, ça vous donne une idée du ton du bouquin. On est vraiment dans une version assez malsaine et très sombre et très pervertie des contes originaux qu'on connaît. Mais pour autant, ça a quand même pas mal d'humour. On va avoir par exemple l'histoire d'Hansel et Gretel, où Hansel, donc le petit garçon, en fait est un vrai pleurnichard qui sert juste à rien du tout. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, nos personnages de contes ont pour le coup une vraie personnalité, et surtout des vrais défauts, et notamment Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, elle en prend tellement pour son grade dans ce bouquin. Elle est décrite comme une très grosse femme qui passe son temps à bouffer et qui martyrise les 7 nains qui ont été rebaptisés camarade numéro 1, camarade numéro 2, etc. Et j'en dis pas plus, mais il faut lire ce livre, hein. Juste pour ça, juste pour la description de Blanche-Neige, ça vaut le coup de lire ce livre. D'ailleurs, si vous voulez justement cette description de Blanche-Neige qui tient sur un paragraphe, j'en ai mis un bout sur notre site pugoscope.fr sur ma review de ce livre-là. Et donc, ce côté perverti des contes, il est pas gratuit pour autant, hein. C'est pas juste un kiff de l'auteur, il sert vraiment pour le coup à comprendre ce nouveau monde dans lequel David est arrivé. Comme son histoire, le déroulement du livre est assez classique, hein, puisqu'on va avoir voilà ce périple de David qui va rencontrer divers personnages qui à chaque fois vont lui raconter son histoire. On a pas mal d'actions avec des aventures, des énigmes, des combats assez sanglants et bien dégoûtants par moments, c'est pour ça que je suis pas certain que ce soit si jeunesse que ça. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture qui pour le coup m'a trop donné envie de lire d'autres livres de l'auteur. Voilà, si vous cherchez un livre qui parle des contes mais dans une version plus sombre et pas comme le Pays des Contes qui est très fleur bleue et voilà, c'est vers celui-là qu'il faut se tourner, d'autant plus qu'il parle de sujets assez importants comme la jalousie, la peur ou encore la famille. Du coup voilà, ça c'était mes dernières lectures hein, de à peu près février-mars. C'était que du bon. Si vous avez lu un ou plusieurs de ce livre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations, pareil, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez mon avis un peu plus complet sur chacun de ces romans, retrouvez mes chroniques complètes sur pugoscope.fr. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup, ou à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Je vais manger une œuf. Pas du tout une spécialiste. Juste. Donc évidemment je recommande et en plus, voilà.